Sung Jin-woo continue sa saga en tant que gars le plus attirant du coin. À l'intérieur de la redoutable porte rouge, qui honnêtement ressemble plus à la porte de l'enfer avec la climatisation, lui et le groupe de chasseurs se retrouvent face à face avec les redoutables elfes de glace, et ce ne sont pas des personnages du genre Elrond et Legolas. Ils sont du genre à vous découper en morceaux. L'équipe d'élite dirigée par le fougueux Kim Chul est détruite en deux moitié. Kim survit, malheureusement, et tente de résoudre sa frustration en attaquant ses collègues, jusqu'à ce que Jin-woo arrive et le mange. Pour couronner le tout, le chef des elfes, Baruka, arrive très diplomate et propose un marché. « Livrez-nous, vos amis, et nous vous laisserons la vie sauve. » Il devine. Refusé avec classe, bien sûr. Jin-woo se lance dans le combat, car c'est pour cela qu'il vit, tout comme l'armée de l'ombre. La bataille est intense, mais Jin-woo gagne. Mais lorsque l'on essaie de transformer Baruka en ombre, le jeu plante, commande invalide. Il semble que même le système ait peur de certains patrons. Et puis, comme personne n'aime laisser les choses inachevées, Jin-woo tue Kim Chul, soulagement général, et le recrute comme ombre, désormais appelé Iron parce que bon, la créativité lui a envoyé ses salutations. Au milieu de tout ça, Baruka dit encore « Tu n'as même pas l'air humain ». Et nous, en tant que bons spectateurs, pensons « Nous savons ». Finalement, Jin-woo quitte le donjon plus calme que jamais, et lorsque le chef de la guilde du Tigre Blanc, Baek Yoon-ho, vient demander des explications, il répond avec ce regard classique de quelqu'un qui dit « Je n'ai pas le temps pour ça ». Nous suivons maintenant une phase plus stratégique du voyage de Sung Jin-woo. Désormais, aux côtés de son partenaire mi-comique, mi-courageux, Yoo Jin-ho. Les deux sont en mission de nettoyage de donjons, en accumulant des succès et des pierres magiques comme quelqu'un qui collectionne des autocollants. Jin-ho fait le travail manuel, tandis que Jin-woo résout à peu près tout avec un claquement de doigts et une armée d'ombre. Après avoir terminé 19 raids ensemble, ils célèbrent leur alliance avec un moment de camaraderie digne d'une bromance shonen. Mais le calme ne dure pas longtemps. Jin-woo se concentre sur quelque chose de plus grand, sauver sa mère, qui est toujours dans le coma. Pour ce faire, il a besoin d'ingrédients rares provenant du château du démon. Et c'est là qu'il se rend, sans peur et avec beaucoup de coups à distribuer. Là, affrontez et battez les démons, Vulcain et Métus, un pas de plus vers votre objectif. Pendant ce temps, un rebondissement surprend le public. Sung Il-hwan, le père de Jin-woo, porté disparu il y a 10 ans, réapparaît mystérieusement. Et non seulement il est vivant, mais il démontre également de puissantes capacités face à des ennemis inconnus. Son retour soulève un certain nombre de mystères. Où était-il passé? Que sait-il? Et pourquoi a-t-il l'air si dur à cuire? Sung Jin-woo décide finalement d'arrêter de jouer les chasseurs moyens et décide de montrer au monde de quoi il est vraiment capable. Il subit une réévaluation de rang et le résultat n'est une surprise pour personne qui suit la série. Le dispositif de détection de mana se fiche simplement, fonctionne mal et déclare l'évidence. Jin-woo est de rang S, le 10e en Corée du Sud. Bon, maintenant c'est officiellement devenu le sujet de conversation de la ville parmi les principales guildes et l'association des chasseurs, mais cela n'a pas encore été rendu public. Mais comme Jin-woo n'est pas vraiment fan des projecteurs, il choisit de rester discret et s'infiltre dans une mission de donjon de la guilde des chasseurs en tant que simple mineur. Oui, le gars le plus puissant du pays prétendant faire partie de l'équipe de chariots à rocher. Cependant, il commence à envisager de vaincre seul le boss du donjon jusqu'à ce qu'il soit surpris par l'arrivée du chasseur Shahae-in, Lune. Des rares personnes qui soupçonnent qu'il y a quelque chose d'étrange, ou plutôt d'absurde, chez ce garçon silencieux et mystérieux. Elle remet en question sa présence, et l'atmosphère entre les deux commence à se construire. Plantant les Sung Jin-woo reste ferme dans sa mission d'être l'homme le plus puissant et le plus discret de Corée. Pratiquement un super-héros qui a honte de se montrer. Même s'il est officiellement reconnu comme un chasseur de rang S, il décide de s'infiltrer en tant que transporteur de fret dans une mission dirigée par Ki-hoon, un chasseur qui tente de gravir les échelons sociaux et de devenir capitaine. Il ne sait pas que le stagiaire qui transporte les déchets est le soudeur. La mission tourne vite au vinaigre. L'équipe fait face à de méchants chacals et se retrouve peu après face à face avec un groupe de hauts orques, qui sont essentiellement des orques ordinaires avec une haute estime de soi et des abonnements à la salle de sport à jour. La bataille devient moche, et Jin-woo, comme s'il ne voulait rien, commence à aider tranquillement en coupant des tendons et autres, sans que personne ne le remarque. Jusqu'à présent, il est resté humble, laissant le mérite au gars. La situation empire lorsque Kargalgan, le chef des orques costauds, apparaît, bloquant la sortie du donjon et posant le dilemme classique. Soit tu me combats, soit tu meurs. Ici même, ambiance légère, n'est-ce pas? Ki-hoon essaie de négocier, et le groupe est emmené à la base des orques, et tout le monde a la queue entre les jambes. Sauf le soloé de niveau, bien sûr. Pendant ce temps, Shahae-in continue en mode CSI,
suivant la piste du garçon Suzu. Sung Jin-woo décide finalement de sortir de l'ombre, littéralement, et de montrer qui est le patron. La situation commence de manière tendue. Le groupe mené par Son Ki-hoon est sur le point d'être décimé par le chaman orc Kargalgan, qui traite l'équipe comme de la merde. Quand tout semble perdu, Jin-woo intervient, sauvant Ki-hoon et disant qu'il s'est détourné du chaman orc, il invoque son armée d'ombre, qui apparaissent magnifiquement, déclenchant une bataille qui est un cinéma absolu. Alors que le combat fait rage dans le donjon, l'association des chasseurs et Cha Hae-in entrent dans le portail pour s'occuper du garçon Song, et ils finissent par voir pourquoi il est le protagoniste. Ensuite, tout le monde remercie Song et autres. Ils ramassent quelques grandes ombres, et l'association dit à tout le monde de garder la bouche fermée, personne n'a rien vu. Sung Jin-woo est enfin officiellement reconnu comme le 10e chasseur de rang S en Corée du Sud, ruinant complètement le collectif de Hunter Ming, qui est un ennui dont personne ne se soucie. Après avoir passé tant de temps à opérer dans l'ombre, littéralement, Sung rejoint désormais le club select des plus puissants. Les médias, les guildes et les chasseurs sont sous le choc. Mais Jin-woo, dans le meilleur style « je me fiche de la célébrité », refuse toutes les offres et choisit de suivre son propre chemin. Et quel est son plan? Faites quelques achats pour retourner directement au château des démons, bien sûr. Parce que l'homme ne veut pas de stabilité. Il veut des défis. Là, il continue son ascension en solo à travers les étages du château. Et maintenant, les choses commencent à devenir lourdes. Au cours de l'exploration, il ressent quelque chose d'étrange. Ses ombres commencent à disparaître mystérieusement. Quelqu'un ou quelque chose détruit vos soldats. C'est presque comme si on lui avait retiré son Wi-Fi de nulle part. Un signe qu'il y a quelqu'un de fort dans les coulisses et qu'il ne plaisante pas. Sung atteint le 80e étage de la tour. Il fait face à un groupe de chevaliers démons. Au cours de la bataille, il remarque que l'un des démons restants tremble de peur. Une réaction inhabituelle pour de telles créatures. En retirant le casque du démon, il découvre Essil, un noble démon aux cheveux violets et aux yeux rouges, qui le supplie de lui laisser la vie. Jin-woo, intrigué, décide de l'épargner et l'accepte comme guide à travers les étages supérieurs du château. Essil, initialement égoïste et lâche, commence à montrer des signes de changement tout au long du voyage, ajoutant une dynamique intéressante à l'intrigue. Accompagné d'Essil, la démone devenue son allié, Jin-woo atteint le 100e étage du château. Là, il rencontre Baran, le monarque des Flammes Blanches, dont la présence impose le respect. Lors de l'affrontement, Jin-woo fait face à des défis sans précédent. Son mana s'épuise, le forçant à se battre sans le soutien de son armée de l'ombre. La bataille est du cinéma absolu. Cependant, son corps fut sauvé par le démon Essil, qui lui donna l'ouverture dont il avait besoin pour vaincre le Baran. En plus d'obtenir de l'équipement, des compétences et une nouvelle ombre, l'objectif était atteint, l'élixir pour soigner sa mère était prêt. Nous voyons également Goto Ryuji en Corée, initier le plan de nettoyage de l'île de Jeju. Après beaucoup de combats, de sang et de boss démoniaques, Sung Jin-woo a enfin un moment digne d'un feuilleton. Il revient du château des démons avec l'élixir de vie, ce jus magique que possède chaque RPG, et se rend directement à l'hôpital, où sa mère est dans le coma depuis des années. Et devinez quoi? Ça marche. La femme se réveille comme si elle s'était assoupie quelques minutes seulement et demande où elle est, tandis que Jin-woo et sa sœur pleurent d'émotion. C'est le genre de scène qui ferait pleurer même un orc, à l'exception des personnes ennuyeuses qui se plaignent des pleurs de l'homme, bien sûr. Après que tout va bien, tout va bien. Le président convoque Sung au raid sur l'île de Jeju, mais il refuse, car comme Toretto, la famille passe en premier. Mais quand ils parlent, ils ressentent des vagues de mana. C'était juste les gars de rang S qui s'entraînaient pour le raid. Quelques barbes ici et là, et les chasseurs du Japon apparaissent. Ils ne s'entendent pas depuis le début. Alors Goto suggère une bataille entre les rangs S, commençant par des duels entre chasseurs coréens et japonais. Ces combats sont organisés pour évaluer le niveau de puissance des équipes. Mais il devient vite évident que les Japonais ne prennent pas les combats au sérieux. Baek Yoon-ho se rend compte que l'équipe japonaise ne fait que tester les chasseurs coréens, comme s'il s'agissait d'une analyse stratégique déguisée en entraînement. Parmi les Coréens, Baek Yoon-ho et Cha Hae-in se démarquent, se tenant debout tandis que d'autres tombent. Mais lorsque les choses deviennent sérieuses, après que Hunter Cha ait frappé Kumamoto au visage, Sung doit intervenir pour que la fille ne soit pas blessée. Goto le voit et s'intéresse à le tester, puisque les Coréens ont admis leur défaite. Sung accepte, à condition que Goto ne le suive pas, ce qui l'énerve. La bataille commence, et le garçon Sung joue avec le dur à cuire japonais, qui n'aime pas du tout ça. Goto ne veut pas ramener la honte à la maison avec lui, alors il va tuer. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce que notre protagoniste
vive l'un des moments les plus badass de la série. Il tient la main de Goto et se moque même de lui en disant que s'il l'avait voulu, il aurait gagné. Le gaz est tellement énervé que les autres doivent intervenir et arrêter le combat. Après cela, le raid sur l'île de Jeju commence. Tous les chasseurs sont déjà prêts, tout se déroule comme prévu. Sauf qu'une fourmi noire, intelligente, rapide et brutale, commence à manger tout le monde. L'épisode commence avec les chasseurs coréens qui trouvent enfin la reine fourmi sur l'île de Jeju. Ils s'unissent, combinent leurs compétences et parviennent à la vaincre après un combat intense. Le sentiment est de soulagement. Après tout, abattre la chef devait être la fin de la mission, n'est-ce pas? Faux. À l'extérieur du donjon, la situation devient critique. Ou plutôt, la fourmi noire fait littéralement perdre la tête aux chasseurs japonais. Elle tue 5 des 10 chasseurs en un instant et sans transpirer. Ta fourmi. Quand la fourmi noire réalise que la reine est morte, elle retourne à la fourmilière, ignore complètement les chasseurs coréens et dévore simplement le cadavre de la reine. Après une petite collation, quoi de mieux qu'une raclée pour le dessert, n'est-ce pas? Eh bien, les chasseurs de Corée ont été battus et le pauvre Min Byung, qui allait prendre sa retraite, a été empalé et a eu sa tête mangée par la fourmi noire, alias le roi fourmi. Après les avoir battus, le roi fourmi dit qu'ils ne valent rien et veut aller à la poursuite du roi. Alors il part à la recherche du plus fort de l'île en ce moment, Ego Ryuji, enfin, Goto Ryuji. Pendant ce temps, les fourmis plus petites se dirigent vers les battus pour terminer le travail. Quand le roi fourmi rencontre Goto avec ses 2 compagnons, il arrache déjà une tête pour ne pas perdre l'habitude et lui demande « Es-tu le roi ?» Lui, avec son ego, dit que oui. Alors, dans une bataille insensée de 0,5 secondes, Goto perd la tête, littéralement. Dans le nid, quand tout semblait perdu, les chasseurs de Corée étaient déjà en train de jeter l'éponge. Des soldats d'ombre apparaissent pour sauver la situation, suivis du grand garçon Samsung, chanté, arrive déjà comme une ambulance, distribuant des potions de rivière à tout le monde, tandis que les ombres retiennent les fourmis. Cependant, la chasseuse Cha Hae-in ne montre aucune amélioration. Évidemment, après le coup qu'elle a reçu, après avoir perdu du temps dehors, le roi fourmi retourne au nid indigné, roi cardiaque, sauf qu'il tombe sur quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Notre protagoniste, qui non seulement a frappé, mais a humilié la grosse fourmi dans le meilleur combat de la saison. Signe de tout anime. À un moment, Sung frappait, à un autre moment, la fourmi se faisait battre. Après avoir laissé la fourmi en morceaux, il devait sauver la belle demoiselle, qui était dans un sale état. Comme aucune potion ne fonctionnait, il a dû appeler notre ami retraité pour la soigner, bien sûr. Et comme il n'est pas méchant, il a libéré l'ombre, accordant ainsi la retraite définitive au jeune homme. Avec cela, les chasseurs de Corée rentrent chez eux, les Japonais aussi, et Song commence l'extermination des insectes, nettoyant toute la fourmilière et montant beaucoup en niveau, sans parler de la nouvelle ombre. Oui, le roi fourmi est devenu une ombre, jusqu'à présent la plus forte du garçon Song. Quand tout se termine, nous avons la veillée funèbre pour ceux qui ont perdu la vie dans le raid. Nous avons Sung ouvrant sa propre guilde, et nous avons aussi l'introduction de nouveaux personnages, comme Liu Ji Gang, et à l'avenir les chasseurs de rang national, et les véritables méchants apparaissent. Certains d'entre eux, les monarques de la glace et des bêtes, ouvrant la voie à 1 ou 2 saisons supplémentaires.